Accord. Accord. Corps à corps. Alors, Emmanuel Macron serait-il désormais seul dans le Titanic macroniste ? En tout cas, beaucoup d'indices pointent dans cette direction. Ça a commencé avec Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. C'est lui qui, on pourrait dire, a lâché les chiens ou lâché la meute. C'était le 20 juin, 11 jours après l'annonce de la dissolution. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe au micro de TF1. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissous. C'est pas moi qui suis parti, c'est pas les frondeurs ou des frondeurs qui l'auraient énervé. Il aurait pu ne pas la tuer. Oui, mais il a décidé de la dissoudre. Très bien. On passe à autre chose. Et autre chose, ça peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fait qu'il y a une alternative qui n'est pas la reproduction de ce qui existait. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Alors voilà, on a entendu, c'est Macron qui a tué la majorité présidentielle. Les mots de son ancien bras droit, donc on le mérite d'être clair. Entre-temps, il y a eu beaucoup, et depuis ce temps-là, depuis le 20 juin, beaucoup d'indiscrétions on appelle ça comme ça, qui sont sorties dans les journaux. Vous savez, les candidats, les proches qui expliquent que plus personne ne s'y retrouve. Alors on peut retrouver par exemple dans le Parisien du 1er juillet, c'est sorti, j'ai l'impression que tout le monde a perdu la boussole. Ça, c'est une ministre qui dit ça. Réponse d'un autre conseiller de l'exécutif, plus personne n'en a rien à foutre. Voilà, on voit un peu l'ambiance en tout cas. Vous avez également l'édito d'Anna Cabana, je rappelle, épouse de Jean-Michel Blanquer, dans le Télégramme, l'intitulé déjà « Parole de futur ex-ministre ». Et je vous cite un extrait. La scène était proprement surréelle. C'est comme s'il n'avait pas compris, Emmanuel Macron, qu'il l'a perdu. Pas compris qu'à cause de lui, la Macronie n'existe plus. Pas compris que désormais, il inspire de la rage à ceux qui le soutenaient. Pas compris que sa parole ne vaut plus rien. Pas compris qu'il est complètement dévitalisé politiquement. Voilà, s'emporte un membre du gouvernement, nous dit donc Anna Cabana. Celle qui avait pourtant l'habitude, je le rappelle, de soutenir le président, qui expliquait qu'on était tous bluffés par Emmanuel Macron en 2020. Et enfin, il y a eu le coup de grâce d'Alain Minc dans l'Express le 1er juillet. Alain Minc, vous savez, le conseiller de l'ombre, celui qui a poussé finalement la venue aussi d'Emmanuel Macron. Écoutez-le, je le cite, « Quand un homme que l'on suppose intelligent et qu'il l'est, prend une décision d'une absolue bêtise, c'est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion et la raison. Emmanuel Macron est, parmi les dirigeants des dernières décennies, celui pour lequel la psychologie personnelle est la plus déterminante. Cette dissolution est le résultat d'un narcissisme poussé à un état presque pathologique, ce qui conduit au déni du réel. » Voilà le coup de grâce d'Alain Minc. Et donc, on a compris, lâcher les chiens, plus personne ne soutient Emmanuel Macron. C'est en tout cas l'ambiance générale. Pour parler de cela et de l'avenir de la Macronie, je suis avec mes deux invités. Bonjour à vous, François Coq. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Analyse politique, je rappelle, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, enseignant en zone d'éducation prioritaire et auteur de cet ouvrage, notamment Alerte à la souveraineté européenne aux éditions Éric Jamet. Puis nous sommes avec Guylain Benessa, bonjour. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous également. Avocat, docteur en droit, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, écrit avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur. Alors peut-être commencer par vous, François Coq, concernant cet Emmanuel Macron qui a l'air d'être vraiment terriblement lâché là. Les rats quittent le navire, mais vous savez, il suffit de leur mettre un bout de fromage sous le nez et puis ils reviennent à toute vitesse. Alors vous dites bras, Bruno Le Maire dit cloporte. Donc oui, mais enfin il faut se méfier de ces réactions un petit peu intempestives. Le propre des politiques et des responsables politiques, c'est d'être globalement dépeureux et d'avoir peur un petit peu de leur ombre. Et c'est vrai que M. Macron, lui, n'agit pas de la sorte. Il prend des décisions brutales. J'entends M. Minc qui veut les psychologiser et nous dire que c'est du narcissisme, etc. Moi, je pense que ce sont des décisions politiques qui ont été réfléchies, qui, à bien des égards, avaient des perspectives de victoire et de réussite du moins partielle, et qui vont d'ailleurs peut-être se vérifier. Donc moi, j'inviterai tous ces gens à être prudents, mais je ne doute pas qu'ils arriveront à retomber sur leurs pattes si les choses d'aventure changent. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce que on assiste quand même à une valse à 4 temps, pour l'instant, qui est la dissolution, la victoire électorale du Premier
premier tour du RN, la séquence ensuite des petits arrangements pour se retrouver avec le maximum de duels, et la quatrième étape, qui est l'étape qui va être la plus importante, qui va être la formation du gouvernement, dont on va voir que ça va prendre une forme extrêmement nouvelle. J'étais déjà venu vous parler ici des conséquences de la démocratie minoritaire un peu partout en Europe et de la manière dont elle allait se dérouler en France. Et je vous avais présenté l'une des principales issues, qui est ce qu'on appelle les majorités Big Ten, grands chapiteaux, comme en Allemagne, des majorités hétéroclites qui n'ont absolument plus aucun sens idéologique. Et finalement, on s'aperçoit que tout le microcycle électoral qu'on est en train de voir en ramasser là, sur 4 semaines nous y amène tout droit. Voilà, la principale perspective aujourd'hui, c'est pas une majorité absolue du Rassemblement national dans les urnes dimanche soir. C'est plus certainement soit une majorité relative du Rassemblement national, qui lui permettra ou pas d'ailleurs de gouverner, soit une minorité qui permettrait par un jeu d'alliance totalement désidéologisé de surclasser le Rassemblement national qui serait arrivé premier. Et dans ce cas-là, peut-on dire que M. Macron a perdu son pari ? Lui, en tout cas, ce qui est sûr... Il aura perdu des députés. Il aura perdu des députés, mais lui ne présentera pas ça comme un échec électoral. Il sera en train de nous dire qu'il a permis d'éviter l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national par sa dissolution. Voilà ce qui est aujourd'hui en train de se jouer. Et donc, si ça se passe dans ces conditions, certes, M. Macron aura perdu des députés, mais enfin, il en aura peut-être perdu moins que ce qu'on attendait il y a encore 5 jours. On voit bien que le rapport de force dans les désistements qui ont eu lieu pour le deuxième tour, c'est que les 2/3 des désistements proviennent du nouveau Front populaire, pour globalement un tiers de la Macronie. Et avec en plus avec les transferts de voix qui vont s'opérer, si on en croit l'expérience des élections passées, M. Macron devrait pas si mal s'en sortir. Parlons, est-ce que là on parle des consignes de vote, c'est-à-dire par exemple on demande à la gauche ou aux LFistes de se désister pour Elisabeth Borne, est-ce que les électeurs vont vraiment jouer le jeu? C'est encore une autre question, hein. Là vous suivez la logique des consignes de vote. Non, je ne suis pas la logique des consignes de vote. Je pense que moi les électeurs aujourd'hui sont largement indépendants, qui n'en ont pas grand chose à faire des consignes de vote des appareils, mais il y a un premier élément qui est que l'offre électorale qui leur est proposée est déjà structurante. Quand vous n'avez pas le candidat pour qui vous voulez voter, c'est un peu plus compliqué. Et puis je m'appuie sur la manière dont ont voté les électeurs dans pareilles circonstances en 2022 et l'évolution qu'on a pu voir depuis. Donc raisonnablement, on peut penser que M. Macron sera sans doute autour d'une centaine de candidats et d'élus dimanche soir, que le nouveau Front populaire sera un peu au-dessus, mais qu'aucun groupe du nouveau Front populaire sera peut-être au-dessus de monsieur Macron, et qu'il y a donc la possibilité de créer une espèce de coalition grand chapiteau que j'évoque, qui serait finalement, je dis une valse à 4 temps, mais qui ne serait pas la dernière étape. Parce que si on en est là, le processus qui est le processus d'affaissement démocratique que nous connaissons ne serait pas arrivé à son terme. Alors, ce qui est intéressant, en effet, c'est que s'il y a cette coalition grand chapiteau, comme vous dites, en fait, pour Emmanuel Macron, certes, sa majorité, les députés, eux, ont été clairement mis en danger, mais lui, comme vous le dites, finalement, divisé pour mieux régner, il gardera bien sa petite place de roi au-dessus de tout ça. Alors, Guilain Benessa. Il y a beaucoup de réflexions qui me viennent. Je suis relativement d'accord avec M. Koch à l'instant. Simplement, j'en reviens à votre question qui était la solitude d'Emmanuel Macron. Est-il seul? Est-il le seul chef d'un navire en train de crever ou en train de sombrer? Est-ce que c'est le Titanic? Alors, le problème, c'est que les propos d'Alain Minc de psychologiser Emmanuel Macron, je pense que c'est d'une débilité absolument totale. C'est une façon c'est vraiment une débilité très contemporaine. C'est une façon d'esquiver le problème qui est que les conseillers d'Emmanuel Macron, sa garde rapprochée, lui a conseillé, dicté, peut-être pas dicté en tout cas, mais orienté la décision. Il y a bien une prise de décision, une volonté de faire un coup. Vous voyez, il y a des gens qui ont réfléchi dans un bureau, qui sont peut-être, bardés de diplômes et qui ont décidé que la dissolution était une bonne idée. Je vous rappelle que Dominique de Villepin, en 97, a eu la même bonne idée qu'il a soufflé à Jacques Chirac. Ce n'était pas la psychologie chiracienne bizarre ou outrageuse ou stupide, c'était bien une décision invraisemblable prise par un président de la République, conseillé à l'époque par un homme qui était loin d'être un con, qui s'appelait Dominique de Villepin. Donc, techniquement, c'est une prise de décision. Là où je rejoins totalement François Koch, c'est que cette solitude d'Emmanuel Macron, elle va être... En fait, est-ce que le navire coule? On est en train de mettre des rustines et en fait, tout le monde participe à l'opération de combler les trous. Tous. Jean-Luc Mélenchon lui-même est en train de devenir l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisque
on est en train de trouver des espèces d'assemblages invraisemblables depuis dimanche, puisque tous les gens qui considéraient globalement la Macronie comme une bande de fachos confère le nouveau Front populaire qui donne un coup de main à Gérald Darmanin, je veux dire, qui était le flic le plus odieux, enfin le chef des flics le plus odieux il y a 3 jours, et qui devient l'allié, je veux dire, fondamental de la gauche désormais. Donc de toute façon, tout est bon pour trouver une parade, une solution pour sauver Macron, ce qui veut dire que Macron seul, en même temps, voilà, on en revient en même temps, n'a jamais eu autant d'alliés qu'il n'en a aujourd'hui quelque part, puisque de tout ce qui n'est pas RN, LR non-ciotiste, Modem, UDI, Horizon, PS, PC, NPA, Mélenchoniste, LFI non-Mélenchon, et j'en oublie, les écolos, Marine Tondelier, etc. Tout le monde est en train de vouloir sauver la majorité présidentielle, donc Emmanuel Macron. Oui, allez-y. Mais j'ai, moi, un vrai problème dans la façon dont on comment dire, j'ai un souci personnel dans la façon dont on oriente le débat depuis dimanche. Emmanuel Macron n'est pas en train, avec, on va dire, la classe politique, n'est pas en train de tenter de trouver une alliance pour abattre le RN. La classe politique est en train de vouloir trouver une alliance pour empêcher une majorité absolue à l'Assemblée. C'est-à-dire pour flinguer le bateau qui s'appelle la Ve République. Puisque par principe, la cohabitation était une anomalie à laquelle on a voulu mettre fin il y a 25 ans, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on n'essaye pas seulement de flinguer le RN ou de limiter la force de frappe du RN, de sauver le soldat Macron. On essaye de brinque-baller, de trouver n'importe quelle solution pour ne pas avoir de majorité, donc pas de parlement, donc des groupes invraisemblables, donc un régime parlementaire à la lisière du régime d'assemblée, donc l'antithèse même de ce qui s'appelait la démocratie sous la Ve République. Ça veut dire que notre classe politique veut littéralement flinguer le système qui permet globalement de gouverner la France. On retourne à un système de la 4ème République, vous pensez ou pas? Est-ce qu'on revient à la 4ème, vous voulez dire? Pardon? Oui. Alors, je pense qu'on a le pire de la 4ème parce que la 4ème République, bon alors moi je vous avoue que je trouve ça absolument... Je pense que les analystes français vous savez, qui veulent plus de parlementarisme, ont oublié que chez nous, le parlementarisme rime avec le choix de la défaite et de voir de l'incurie et du déshonneur. Donc je pense qu'il faut éviter ça. Mais, pour être précis, je pense qu'on s'oriente vers une 4ème République façon bordélisation LFiste. Pas simplement une 4ème un peu, vous voyez, un peu noble, j'allais dire des compromis politiciens, comme disait De Gaulle dans les années 50. Je parle d'une 4ème République avec les tenues criardes de la France insoumise à l'Assemblée, les sorties antisémites des uns et des autres, j'allais dire la belle qualité oratoire et le plaisir qu'on peut avoir à écouter, par exemple, les superbes harangues je sais pas moi, de Mathilde Panot et de Rachel Keke. Donc on a vraiment tout le meilleur des LFistes et tout le meilleur d'un régime d'assemblée. C'est absolument merveilleux ce qui nous attend, tout ça pour sauver le soldat Macron. Oui, ça c'est intéressant. Je vais vous donner la parole évidemment, François Coq, mais avant je voulais, puisqu'on parlait un petit peu de la stratégie, de cette alliance, en effet, cette coalition Grand Chapiteau, je voulais vous faire écouter une analyse de France Info sur le fait que Gabriel Attal est en train de préparer justement ce gouvernement, une forme de gouvernement d'union nationale, avec un grand consensus pour prépare déjà son Premier ministre qui serait dans une gauche consensuelle. On écoute ça. L'Assemblée nationale plurielle pour une gouvernance nouvelle, autrement dit un gouvernement d'union nationale. Et cette idée, Victoria Coussa, elle commence à faire son chemin à gauche, au sein d'une partie de la gauche en tout cas. Oui, chez des socialistes, des communistes, des écologistes, sans faire l'unanimité. Peu osent en parler publiquement pour l'instant, après des années d'affrontements politiques avec la majorité, puisque cela reviendrait à finalement s'allier avec les troupes d'Emmanuel Macron. Et on est en pleine campagne du second tour de ces législatives anticipées, sauf que la réflexion avance à gauche face au scénario d'une majorité relative pour le RN. Nécessité fait loi pour le député socialiste Philippe Brun. Il y aurait urgence à constituer un arc du gaullisme social jusqu'aux communistes, en passant par des gens de gauche de bonne volonté, plaide auprès de France Info le communiste Sébastien Jumel, s'unir sans être d'accord sur tout, mais avec une condition pour les deux, le respect de certains points du programme du nouveau Front populaire, comme par exemple le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Voilà, donc gouvernement d'union nationale, macroniste gauche, macroniste LFI, jusqu'à LFI, communiste, pourquoi pas. Alors, Sophia Chikirou, elle en profite pour glisser au micro de TF1 que ce sera d'ailleurs Mélenchon à Matignon, on écoute.
ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Qu'est-ce que vous dites de ça ? C'est pas le sujet, l'incarnation. Nous, ce qu'on a de clair et de très précis, qui a un engagement de tous les candidats du nouveau Front Populaire, c'est le programme. Et c'est un programme de rupture. C'est un programme qui répond quand même à des questions fondamentales. Les gens ont dit à Macron, on veut plus de toi. On veut plus de ta retraite à 64 ans. On veut de meilleurs salaires. On veut une vie meilleure. On arrive, nous, avec un programme qui propose tout cela. C'est quand même ça ce qu'on propose. On n'est pas qu'un vote contre. On est surtout un vote pour changer la vie des gens, concrètement, contre Macron et contre le RN. Parce que face à Jordan Bardella, qui pourrait être à Matignon dans une semaine, vous n'avez pas de candidat pour Matignon. Non, c'est pas que le bruit médiatique, c'est vous. C'est votre jeu à vous. Vous avez décidé, les médias, que ça se jouait Bardella, Attal. C'est pas notre jeu à nous. Nous incarnons une gauche du renouveau, une gauche de l'espoir. C'est une gauche qui propose des choses d'abord. Elle va convaincre les gens par la tête. Elle leur dit pas, voilà le porteur de drapeau ou le premier marcheur. On en a des candidats pour être Premier ministre. On l'a démontré dans les débats. On saura faire. Jean-Luc Mélenchon à Matignon toujours ? C'est pas le sujet à l'heure actuelle. C'est un sujet, C'est votre sujet, non, c'est pas votre problème. Moi, c'est pas ce qu'on me dit sur le terrain. Donc vous pouvez. J'étais avec François Ruffin et c'est ce qu'il dit sur le terrain dans le Nord. François Ruffin. Moi, sur le terrain, j'ai fait campagne depuis 3 semaines. Bon, on va arrêter là. C'est un peu long. On n'a pas l'extrait exact. En fait, voilà, elle disait ce sera soit Mélenchon Matignon, soit un autre insoumis. C'est ce que soufflait Sophia Chikirou, qui est proche, je rappelle, de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, un dernier, avant de vous redonner la parole, François Coq là-dessus, mais c'est quand même rigolo de voir la petite cuisine et tout le monde qui se voit déjà, qui se positionne déjà pour ce gouvernement. Eh bien, François Hollande, le grand retour. Il faut une personnalité de consensus. Des règles. Pour être Premier ministre, il y a 2 conditions. La première condition, au lendemain des élections législatives, il faut que le président de la République vous nomme. Oui. Ensuite, il faut que le nom proposé convienne à une majorité de l'Assemblée nationale. Donc, il faut être nécessairement, pour être Premier ministre, une personnalité de consensus. S'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de nomination. Alors c'est qui cette personnalité de consensus ? Eh bien, c'est ce qui sortira du scrutin. Et je pense que c'est important que les Français aient la parole. Voilà, il se verrait bien cette place-là aussi. François Coq, c'était pour revenir sur cette histoire de coalition Grand Chapiteau, multicolore, on va dire, et puis chacun qui verrait son intérêt, ce qui va dans le sens de ce que dit aussi Guilain Benessa, c'est-à-dire que Macron n'a peut-être plus d'amis, mais il a plein d'alliés, parce que tout le monde irait bien à la gamelle, finalement. Oui, alors c'est ça, mais il y a plusieurs aspects. D'abord, notons les termes. Monsieur Attal nous parle ce qu'il appelle une majorité plurielle. Quand il dit majorité plurielle, c'est en référence à la gauche plurielle, pour que les gens de gauche s'y retournent d'une certaine manière. Et en même temps, c'est une majorité plurielle, nous dit-il, de projets et d'idées. Les majorités de projets, on sait ce que c'est une vision très managériale de la politique. Donc ça reste du macronisme. Mais Monsieur Attal sait qu'il ne pourra pas être le pivot d'une telle majorité. Dans ce cas-là, elle devrait s'élargir. Sauf que quand on pense l'élargissement, qui pourrait y aller ? On nous dit de LFI jusqu'à LR. Ont-ils tous intérêt à y aller ? Clairement, les insoumis ont déjà répondu non. Et pourquoi ont-ils répondu non ? Parce qu'ils se placent, eux, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, qu'elle ait lieu en 2027 ou qu'elle ait lieu à un moment ou à un autre, de manière anticipée. Et ils vont vouloir se prévaloir du fait que les autres auront été pactisés avec M. Macron et que eux resteront blancs comme neige et n'auront pas fait cette erreur-là. De la même manière, du côté de LR, on sent bien le piège se retourner. LR est déjà en implosion. Oui. Si certains vont dans un gouvernement d'union nationale, dans cette majorité plurielle, c'est encore plus terminé. Et pire encore, les conditions de la recomposition sont telles qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils seront à leur tour dans le casse-noix. Donc, on voit bien quelle est l'issue qui est souhaitée par M. Macron, mais on voit bien qu'en fonction des intérêts des uns et des autres, des intérêts électoralistes à court et moyen terme, ils n'ont pas forcément tous intérêt à y aller. Donc cette 4e étape, ce que j'appelais tout à l'heure la 4e étape de la valse, elle n'est pas réalisée et c'est peut-être d'une certaine manière la plus intéressante. Mais le plus important d'un point de vue structurel, et c'est ce qu'on commençait à évoquer dans notre échange, c'est que finalement, c'est peut-être pas la constitution de cette coalition gouvernementale qui est le plus important. À l'étape où nous en sommes de la démocratie minoritaire, ce qui fait qu'il n'y a rien qui se dégage, et je le redis, d'élection en élection. On est dans un enquistement de la démocratie minoritaire, y compris désormais en France. C'est pas le fait de trouver une coalition gouvernementale qui devient le plus structurant, c'est le fait de voir apparaître quelles sont les potentielles coalitions de censure. Voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est pas quel est le gouvernement et quelle est la coalition qui peut se mettre en place, mais qui, à côté, pourrait trouver avantage à
à un moment ou à un autre, sur le vote d'un budget ou à autre chose, se retrouver pour faire tomber ce gouvernement. Et je vous rappelle que M. Macron a perdu l'arme de la dissolution pendant un an. Et jusqu'au 9 juin 2025, il ne peut plus en user. Ça veut dire que si un gouvernement baroque se mettait comme ça en place, qu'il était à la merci d'une motion de censure, M. Macron en prendrait acte, viendrait nous parler de son gouvernement technique qui serait en réalité rien d'autre que le gouvernement de Bruxelles de manière délégative. Et là encore, M. Macron finalement serait pas forcément le plus triste d'une telle issue. Oui, intéressant, en effet. Guillaume Benessa. Je suis totalement d'accord avec la dernière partie, d'autant plus la dernière partie de l'affirmation de François Coq, c'est-à-dire que faut pas se tromper, ce qui est en train de se jouer, il faut pas se tromper de cheval de bataille. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre de nouveaux écrans de fumée. Emmanuel Macron, là-dessus, le fait depuis 7 ans. J'allais dire, les politiques le font depuis 40 ans et Maastricht, mais c'est encore un autre débat. Si demain, on nous vend un gouvernement technique, parce que maintenant, c'est un peu dans l'air du temps. Oui. Le gouvernement technique, ça veut dire deux choses très nettes. Premièrement, ça veut dire que Paris, vous pouvez rayer Paris de la carte, ça n'existe plus. Ça veut dire que Bruxelles occupe la France. Littéralement, ça veut dire que on aura la Troïka, l'équivalent de la Troïka qu'on a déjà en fait. Faut dire Macron n'est qu'un sbire bruxellois, mais officiellement il y aurait une prise de position de la France par Bruxelles pour qu'on respecte nos engagements. J'allais dire politiquement, économiquement, socialement, écologiquement corrects et qu'on ressemble à une province administrée officiellement par Bruxelles qui s'installerait à l'Élysée. En gros, Ursula von der Leyen prendrait la tête de Gabriel Attal et s'installerait à la fois à Matignon et à l'Élysée. Voilà, donc Macron ou pas, ça ne changerait rien à l'affaire. Ça, ce serait l'hypothèse numéro 1. Donc, je ne vous cache pas qu'elle n'a pas franchement ma faveur, mais bon. La deuxième possibilité, c'est qu'effectivement, on trouve dans cet attelage invraisemblable une sorte de majorité, une espèce de majorité. Là, on ne se retrouve pas forcément dans un meilleur scénario. Pour quelle raison ? C'est que, et là je rejoins totalement François Coq, c'est la démocratie minoritaire, et là qui prend la forme de la constitution de n'importe quel attelage susceptible de bloquer, parce qu'en fait, on ne constitue plus pour faire. On constitue exclusivement des minorités et des majorités qui en fait se répondent par jeu de blocage interposé, pour qu'il n'y ait absolument plus la défense de l'intérêt général qui passe par le respect de la démocratie qui est le démos, le peuple, et donc la volonté majoritaire. Tout est fait pour qu'il n'y ait plus l'existence d'une volonté majoritaire qui, n'en déplaise à tout le monde, aujourd'hui passe par le RN, ses alliés, etc. C'est pas une question de vouloir ou pas de vouloir, c'est que c'est comme ça. Ça s'appelle les élections législatives. Là-dessus, je voudrais faire réagir François Coq, mais continuez sur vos... Et là où je vois l'épisode terminal de la chose, c'est que dans les deux hypothèses, ce qu'on a réussi à flinguer grâce au macronisme, c'est pas le seul, hein, mais ce qu'on est en train de flinguer en Europe et auquel il y a des jeux d'ailleurs de réaction par les peuples, c'est la dépolitisation officielle de la politique. Oui. Il n'y a plus de politique. Il y a une dépolitisation en faveur soit de gouvernements d'experts, ça s'appelle Bruxelles, soit, faut le dire aussi, de politiques médiocres qui en fait constituent des minorités ou des majorités de blocage juste pour constituer des coalitions, ces fameuses grandes coalitions qu'on voit apparaître un peu partout. Il faut bien comprendre que le régime parlementaire, souvent, et notamment lorsqu'il est détenu ou qu'il devient l'apanage des partis politiques en voie de dépolitisation, deviennent en réalité le cheval de Troie, ni plus ni moins, le cheval de Troie de l'absence de politique, donc de l'absence de démocratie, et donc du meurtre voulu de la volonté majoritaire, c'est-à-dire du peuple. Mais ceux qui font ça le savent et le souhaitent pour ne surtout pas confier les clés du camion à l'alternance, c'est-à-dire à un parti qui pense mal, en tout cas qui pensait mal historiquement, et qui serait en passe de gouverner. Alors, plusieurs questions, Guillaume Benessa, sur la fin, là, ce que vous avez expliqué sur ce gouvernement de techniciens qui finalement oublie le politique. Mais est-ce qu'en se faisant passer pour techniciens, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement une autre perspective politique qui est inavouable, mais malgré tout derrière une idéologie politique? C'est ce que vous expliquez avec ces cours de justice de l'Union européenne, etc. Vous savez, vous avez la gentillesse de rappeler mon dernier bouquin, On marche sur la tête. J'étais venu en parler avec Guillaume Bigot chez vous. Pour moi, on est exactement dans le prolongement du livre, c'est-à-dire que les Européennes dont on parlait à l'époque, on s'en fiche des élections européennes. Moi, je m'en suis toujours foutu, même quand j'écrivais sur l'Europe. Je pense que les élections européennes, ça ne sert à rien. Donc, pour vous répondre clairement, en fait, un gouvernement d'experts, c'est une sorte de dévoiement de ce qu'on appelait jadis, sous la Grèce antique, la sagesse.
On nous fait croire que des experts, c'est-à-dire des sachants, des gens qui savent, sauvent le bateau en prenant les décisions nécessaires pour au moins logistiquement, ou du point de vue de l'organisation, faire que les choses fonctionnent. C'est ça un gouvernement d'experts. On met des gens sérieux, relativement peu, clivants, qui savent faire dans leur registre, réciproque, registre à eux, et prennent des décisions qui s'imposent. C'est le code de la route de la politique, en fait. Comme exactement. Et en fait, ce que c'est ça signifie que l'agenda européen, c'est-à-dire l'agenda progressiste, c'est-à-dire l'agenda politiquement correct, soit respecté, parce que finalement, depuis très longtemps, tout ça fonctionne par une arborescence claire. Les experts, les juges, Bruxelles et les impératifs européens qui s'appliqueraient d'autant plus facilement si on avait un gouvernement d'experts qui, enfin, ne ferait même plus semblant de râler en appliquant ce qu'ils adorent, c'est-à-dire le politiquement correct venu de Bruxelles, de Strasbourg, des juges européens, etc. Finalement, il n'y a rien de mieux pour Emmanuel Macron d'abandonner la politique entre les mains des experts. Et je vous rappelle, Emmanuel Macron a été élu en disant il y a 7 ans qu'il n'aimait pas la politique, et qu'il n'a jamais vraiment voulu en faire, parce que sur le fond, il n'aime pas ça. C'est le premier président officiellement apolitique ou post-démocratique de l'histoire de la Ve République. Oui. Deuxième question, évidemment, François Coq, vous aurez tout le temps de répondre, mais juste, je voudrais vous chercher un petit peu, Guilain Benessa, parce que vous avez aussi dit que la vraie alternance politique, justement, on retrouve le politique, ce serait dans cette union nationale. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que nous leur portons des crédits politiques, alors qu'ils ne sont peut-être aussi que des experts qui penchent de l'autre côté? Quand vous dites union nationale, je présume que vous dites le RN et ses alliés. Oui, c'est ça. Alors, je vous réponds clairement, Clémence. Je ne suis ni militant, ni proche du RN, ni quoi que ce soit. À la limite, je vous le dis tout de suite, en tant qu'avocat ou juriste, je m'en fous éperdument. Mais je m'en fous éperdument. Moi, ce qui m'importe, c'est que la démocratie survive. Oui, mais la démocratie. C'est la question que je vous pose. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y a plus, si officiellement on nous dit, à la limite, qu'Emmanuel Macron est là, j'allais dire, vous savez, les couilles de le faire. À la limite, il devrait un jour le dire, il devrait le dire, je me fous de la démocratie, ça ne m'intéresse pas, je suis effectivement un président liquide, post-démocratique et gazeux. Tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui signifie que le jeu des institutions, je m'en fous, le gouvernement majoritaire, je m'en fous, la démocratie, je m'en fous. À la limite, il aurait un mérite que je reconnaîtrais immédiatement, c'est l'intégrité. Pourquoi pas? Gabriel Attal, etc. Non, mais pourquoi pas? Oui. Laissez-moi rêver, Clémence. Laissez-moi rêver. Oui. Donc je dis ça parce que le problème, c'est que si on est sérieux 2 secondes, le RN aujourd'hui représente, dans ce qu'il tente d'incarner, représente aujourd'hui une alternance à l'intérieur de ce système politique tel qu'il se présente. En revanche, et je ne vais pas vous le cacher, l'erreur que j'attribue personnellement au RN, c'est qu'au lieu de faire une vraie campagne seule contre le système, qui serait une campagne qui représentait ce que j'appelle souvent la guilluisation de la politique, c'est-à-dire se rappeler que ce que dit Guy Lui est le fond pour moi du politique, c'est l'incarnation, la compréhension du bouillonnement qui vient de cette France profonde qui subsiste. Ce bouillonnement-là, pour moi, le RN le laisse de côté parce qu'il tend à ressembler de plus en plus à un bon élève, là où il devrait rester finalement une alternance radicale et ce qu'il devrait incarner fondamentalement. Mais plus il se rapproche du pouvoir, plus quelque part le RN rêve de prendre les clés du camion en ressemblant au bon élève de l'alternance. Plus il se technicise, plus il s'expertise. C'est là où je vous posais cette question. Allez, François Coq, beaucoup de sujets à aborder. Je ne sais pas par où vous voulez commencer. Moi, je voulais aussi vous revenir sur votre notion d'enquistement de la démocratie majoritaire, comme si... qu'est-ce qui fait que c'est enquisté? Est-ce que vous considérez que c'est justement le montage qui fait que ça s'enquiste, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, d'abord, on va partir de l'exemple français. À quoi avons-nous assisté lors de cette élection législative? Pour la première fois, on a assisté au triple-double barrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du côté du nouveau Front Populaire, ils nous ont dit au moment du premier tour qu'il fallait faire un barrage à M. Macron et barrage au Rassemblement national. M. Macron disait de faire barrage au nouveau Front Populaire et au RN, et le RN disait qu'il fallait faire un barrage contre Macron et contre le nouveau Front Populaire. Autrement dit, quand vous cloisonnez la politique de la sorte, on nous parle de tripartition de l'espace politique, mais ce sont des espaces qui sont désormais totalement disjoints. Il n'y a plus de porosité qui permettrait à un électorat de circuler en fonction des idées, des programmes qui lui sont proposés. On assigne à résidence, au moins dans les têtes, les électeurs. Après, ce que font les électeurs, c'est autre chose. Ce dont moi je vous parle, c'est du message qui est transmis dans la sphère publique. Quand il y en a un qui se désiste et qu'on leur dit allez voter pour l'autre, là, on n'assigne plus. On assigne à aller changer de camp.
Non, ça c'est de la tambouille, ça n'a rien à voir. Ne pensez pas que la campagne de deuxième tour est ce qui va rester dans les têtes. Ce qui va rester dans les têtes, c'est la campagne de premier tour, qui est une campagne de radicalisation, qui est une campagne de polarisation à l'extrême de la vie politique. C'est la scène politique qui polarise la société et pas l'inverse. Il faut bien le voir comme ça. Donc les politiques, pour essayer de trouver une bouée de sauvetage, ont tout intérêt à laisser chacun de leur électorat dans leur couloir, voilà, et avoir une forme d'électorat captif. C'est ce qu'ils ont construit au moment du premier tour. C'est pour ça qu'ils sont bien embêtés maintenant avec leur désistement, parce qu'ils savent très bien que les électeurs ne répondront pas à l'injonction si les dirigeants politiques appuient sur un bouton. Et donc on arrive dans cette situation où on a une séparation entre la manière de pratiquer la politique dans la sphère publique par nos dirigeants et la manière dont les électeurs reçoivent les consignes, et eux se défient aujourd'hui de ce modèle. Donc on est enfermé par les structures politiques dans la démocratie minoritaire, quand l'électorat, lui, est dans une aspiration majoritaire. C'est ça la différence. Et donc le problème est un problème d'offre politique. Il n'y a sur la scène politique actuelle aucune offre politique qui vise une perspective majoritaire, sinon le Rassemblement national qui a préempté ce champ, et il faut bien le reconnaître, qui a gardé sur cet aspect-là une cohérence. Mais du côté de la gauche... la stratégie bloc populaire de Jérôme Sainte-Marie. Qui est la stratégie bloc populaire de Jérôme Sainte-Marie, qui était la stratégie bloc populaire à l'époque de Jean-Luc Mélenchon, à l'époque de la première version de LFI, qu'il a abandonné pour la remiser sur une stratégie qui est la stratégie du rassemblement de la gauche à partir de 2018. Et de la même manière que Jean-Luc Mélenchon a voulu agréger exclusivement l'électorat de la gauche, qui est resté une fois de plus dimanche dernier scotché à 31%, comme il était à 31% en 2022, à 31% en 2017, donc qui ne progresse pas d'élection en élection, M. Macron, qui est minoritaire dans le pays, c'est qu'il arrive à gouverner du fait de la démocratie minoritaire avec sa stratégie du socle, qui lui a donné en 2017 ou en 2022 environ 27, 28, jusqu'à 30% du corps électoral, et c'est suffisant pour lui. Il ne cherche pas à élargir ce socle pour avoir une perspective majoritaire. Donc on est enfermé là-dedans. Et tant que l'offre politique dans notre pays, ou dans les autres pays, parce que c'est la même chose, ne proposera pas une offre politique nouvelle, où des gens viennent pour avoir un processus agrégateur et penser le corps politique de la nation comme le corps politique des citoyens constitués, eh bien, dans ce cas-là, nous en resterons là. Juste un mot, parce que j'ai évoqué les autres élections. On a quand même la tête dans le guidon en France. Mais il y a eu d'autres élections ces dernières semaines. Vous savez que quand on a voté pour les européennes, il y avait des élections en Belgique. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? C'est quoi la scène politique en Belgique? Tout a explosé, tout est éparpillé. Ils vont faire quoi? Ils vont encore mettre plus de 570 jours pour former un gouvernement, comme la dernière fois. Il y a eu des Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, Rishi Sunak et ses législatives anticipées aussi. En Bulgarie, il vient d'y avoir les 6e élections en 3 ans en Bulgarie. Ils retournent aux urnes en permanence parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place une majorité. Et on en arrive à des gouvernements techniques où Bruxelles parachute la vice-présidente de la Commission européenne pour essayer de devenir première ministre, et même elle, il ne lui donne pas de majorité. On vient de voir les Pays-Bas qui a mis plus de 6 mois à mettre en place un gouvernement, qui est encore un gouvernement, là encore, totalement hétéroclite. Les dernières élections au Portugal ont donné non pas une majorité, mais justement une démocratie minoritaire aussi au Portugal. Donc les 4 élections qui ont eu lieu au sein de l'Union européenne ces dernières semaines donnent les mêmes résultats. Et pourquoi? Parce qu'on est dans les mêmes logiques de bloc. La tripartition telle que nous l'a vendue M. Macron était un piège politique. La tripartition, ça avait une seule vertu pour lui, c'était de placer à la tête d'un triangle qui faisait qu'il pouvait rabattre sur lui, soit d'un côté, soit de l'autre, pour empêcher une victoire de la gauche ou du Rassemblement national. Même cette tripartition est en train de s'effondrer. On savait qu'elle s'effondrerait, mais la responsabilité est celle de M. Macron, mais celle aussi de ceux qui ont voulu jouer le jeu de cette tripartition en pensant qu'elle constituait un raccourci électoral, qu'on pouvait prendre le pouvoir dans ce pays en ayant 25, 26, 27, 28 et 28%. François Coq, ça veut dire que finalement, c'est très intéressant en effet de prendre cette perspective européenne et de se rendre compte qu'on arrive toujours à peu près au même schéma aujourd'hui, mais finalement, est-ce que vous dites qu'ils ont tous les mêmes logiques politiques? Est-ce que ces logiques politiques sont toutes conseillées sous le même, dans la même direction, la direction bruxelloise? Grandement, en tout cas pour le bloc central.
On voit les différences qui sont celles du nouveau Front populaire qui s'est assez vite résolu finalement à s'accorder sur la question européenne en laissant tomber par exemple les visions un peu plus ambitieuses qui étaient celles de la France insoumise. Dans le programme du nouveau Front populaire, on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus alignés sur le programme du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts. Mais pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils ont anticipé le fait qu'il y aurait compatibilité entre ce programme et le programme de M. Macron et d'une certaine partie de LR. Et on est en train de boucler la boucle que nous avons commencé il y a quelques minutes quand on a commencé à parler de la potentielle coalition grand chapiteau. Cette coalition grand chapiteau, ne soyons pas naïfs, elle était déjà dans les têtes des dirigeants des différents partis au moment du premier tour, qui savaient très bien que la vague du Rassemblement national qui s'est levée depuis maintenant, moi je dirais, depuis des années, mais depuis 2018, elle n'a plus d'obstacles, il n'y a plus de digues. En 2017, il y avait encore LFI dans cette séquence dégagiste qui était capable de disputer une forme d'hégémonie culturelle, idéologique et électorale au Rassemblement national. À partir de 2018, au moment où LFI s'est relatéralisé, le Rassemblement national a le champ libre pour capter à lui seul la dynamique populaire. Mais est-ce que vous diriez que ce grand bordel politique, pardon pour l'expression, finalement est presque voulu, finalement souhaité par ceux qui sont au sommet de la pyramide du côté de l'Europe? Voulu, je crois pas. C'est pas minute complotiste. Hein. Non, je crois qu'il préférerait une forme de stabilité. Simplement, il n'y arrive plus. Il faut bien comprendre qu'il n'y arrive plus. De la même manière qu'en 2005, les élites bruxelloises n'arrivaient pas à faire passer le TCE, étaient obligées d'essayer d'imposer partout des ratifications du traité constitutionnel européen par les parlements, et que les rares endroits où on votait et où il y avait un référendum, eh bien Bruxelles était battue. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, ils ne se sortent pas de cette démocratie minoritaire. Les issues, moi qui ai regardé quand même les différents cas de cette démocratie minoritaire depuis 2018 dans les différents pays de l'Union européenne, et ça représente plus de la moitié des pays de l'Union européenne, il n'y a pas 50 000 issues. Hein. Soit on retourne aux urnes, soit l'autre possibilité, c'est les majorités grands chapiteaux que j'évoque depuis tout à l'heure, soit la troisième issue, c'est l'extrême droite. Donc ils n'ont pas la martingale. J'allais vous dire. Ils n'ont pas la martingale pour trouver autre chose que cela. Si on n'allait pas magouiller et dire aux électeurs, vous avez voté pour un tel, mais en fait on va le faire se désister, eh bien la majorité elle serait là. Sauf que ce ne serait pas la majorité peut-être voulue par d'autres, mais la majorité ce serait celle du Rassemblement national. Incontestablement, on est obligé de dire que le vainqueur des élections législatives et le Rassemblement national. Alors, c'est le vainqueur des élections législatives au premier tour. Je sais très bien quels seront les commentaires qui interviendront à partir de dimanche et de lundi si le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue ou même à une majorité relative, très relative, où on présentera ça comme un échec. Tout cela se voile la face. Vous voyez, c'est tous des François Bayrou en puissance qui sont en train de nous expliquer que les gens continuent à voter sur des peurs et que finalement le Rassemblement national continue à être un diable de confort du système. Ben non, le Rassemblement national n'est plus le diable de confort du système. La marionnette leur a un peu échappé. Oui, c'est ça. Guillaume Benessa. Oui, alors, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est une réaction, c'est-à-dire que le système en fait est en train, on va dire Bruxelles a bien compris qu'il y avait une fronde un peu partout et on essaye de trouver des stratégies pour essayer de sauver les soldats par-delà le cas français. Je pense vraiment qu'il y a une peur panique en fait du réveil des peuples par tous les bouts. Et sur le fond, il y a surtout une peur panique de la démocratie. C'est à mon avis ce qui se joue là, c'est que Bruxelles déteste. Européenne pour vous. Ah oui, bien sûr. Alors, je suis encore plus non, stratégie, je ne sais pas. Je vais vous dire, Clément, je pense surtout que les dirigeants européens que nous avons, je ne parle pas européens au sens des pays européens. Je veux dire la stratégie des europhiles, des européistes, des eurobéas, on les appelle comme on veut, peu importe. Je pense que leur ambition profonde, c'est de faire disparaître la démocratie. Je pense qu'ils s'en foutent, mais depuis le départ. Hein. Je pense que, vous savez, je crois profondément que tout est dans l'ADN des institutions et l'ADN des hommes qui la composent. Oui. Jean Monnet détestait la démocratie, il rêvait de tuer le général de Gaulle, littéralement, je veux dire, il détestait tout ça, il détestait le référendum, etc. Ce qu'il voulait, c'était finalement le bout du système, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui. On a une chose européenne qui fonctionne sans les peuples, avec des juges, des experts, etc. Et alors, pour élargir le problème, par-delà les élections en Europe, j'ai été frappé aussi que 3 jours avant que le premier tour survienne et que le RN soit en tête, nous avions vécu en mondovision, comme on disait, nous avons vécu l'incapacité d'un vieillard sympathique ou pas, qui s'appelle Joe Biden, de descendre 4 marches d'une estrade
pour rejoindre, je veux dire, le parterre de cette belle émission et de ce beau duel de débat avec Donald Trump. Je dis ça parce que, en fait, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. La sénilité littérale, je veux dire, pour le coup, de Joe Biden, dont tout le monde avait vent, à part, là encore, je veux dire, les médias refusant d'en parler et les malades mentaux qui refusent de voir qu'un type qui ne sait pas marcher est un type qui ne sait pas marcher, ou qu'un vieillard amnésique est un vieillard amnésique, vous voyez, des tautologies évidentes. Je pense que quelque part, il y a une congruence des caractéristiques, c'est-à-dire que dans les deux cas, nous avons des gens qui ne supportent pas l'idée même qu'une alternance fondée sur le gouvernement du peuple existe encore. Il y a quelque chose qui les effraie, quelles que soient, je dis bien, les formes que ça prend. Je ne suis pas en train de dire que je rêve en France d'un milliardaire à la casquette rougeoyante. Je veux dire, je ne rêve pas forcément d'un Donald Trump, mais il y a quelque chose de clair dans l'idée que ce système est à la fois vieilli mais jeune en timing, si tu voulais. Ça fait 50 ou 60 ans qu'on l'expérimente, mais cette espèce de volonté de ne pas confier les clés du camion à la démocratie, de ne pas, accepter que les gens puissent, entre guillemets, voter autrement, ou alors mal voter, comme on dit. Je pense qu'il y a là des réflexes de classe, des réflexes sociologiques, des réflexes systémiques, des réflexes institutionnels, à ne surtout plus voir cette basse foule qui s'appelle le peuple surgir. Donc on met tout en place, tous les garde-fous médiatico-institutionnels pour ne jamais faire émerger un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple qui s'appelle la démocratie. Finalement, Emmanuel Macron a 40 ans, Gabriel Attal a 33 ans ou Joe Biden a 83 ans, c'est rigoureusement la même chose. La même sénilité. Allez, François Coq, vous voulez conclure ? Oui, parce que effectivement, on est dans les deux cas exactement similaires. Moi, je donne un chiffre. 85%, je crois que c'est la dernière enquête, des Américains disent qu'ils ne veulent pas voir rejouer le duel entre Trump et Biden. 85%, exactement le même chiffre. C'était le chiffre de début 2022 où les Français disaient nous ne voulons pas voir rejouer le match entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Autrement dit, ça veut dire que les corps intermédiaires, les structures partidaires elles-mêmes sont complices de ce blocage électoral. Elles participent du fait qu'elles entendent ne pas se renouveler et qu'elles veulent phagocyter un petit peu le système pour empêcher les citoyens d'essayer de trouver et de proposer une nouvelle voie. C'est ça le système dans lequel on est empêcher les citoyens et pour garder leur place au chaud aussi. Bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. François Coq, analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du parti de gauche. Elle est partie où votre gauche d'ailleurs ? Ah, ma gauche, elle est devenue quasi résiduelle électoralement, mais j'ai la faiblesse de penser qu'elle représente la seule perspective majoritaire dans ce pays de par sa capacité agrégative en se dépassant. Oui, eh bien, on aimerait bien la revoir. Alors, en tout cas, votre livre, Alerte à la souveraineté européenne, l'édition Éric Jamet, Guylain Benessa, je vais citer Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, où justement on revient sur l'histoire, vous parliez du début de l'Europe notamment, On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, écrit avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à tous les deux.